J'ai le plaisir de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Olivier Leclerc, qui est collaborateur scientifique à la HEG et qui est notre spécialiste du cloud computing. Il a commencé le cloud computing alors que nous n'y pensions même pas, que nous n'avions même pas entendu parler, puisque son premier travail a été son mémoire non, t'as fait de l'ingénieur seulement. D'ingénieur, oui. Voilà. Donc il a d'abord été diplômé bachelor à la HEG, puis ensuite est parti en France faire son diplôme d'ingénieur, son master. Et là, c'est là où il a découvert le cloud computing, il en a fait une thèse et il est maintenant revenu chez nous. Et ce soir, il nous parle cet après-midi, il nous parle du cloud comme ressource pour une communication de crise. Et donc, je lui cède tout de suite la parole. Merci Olivier. Merci Jean-Philippe. Alors, je vais vous parler donc du cloud, une communication de crise. Avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas pu me suivre ce matin, juste continuer un peu sur ce que Jean-Philippe Rabichet vient de dire. Je travaille au laboratoire des technologies de l'information de la Haute École de Gestion de Genève, qui est dirigé par Jean-Philippe Rabichet. Dans ce laboratoire, on a plusieurs gros projets, entre autres le site web de l'État de Genève. Je travaille aussi sur le vote par Internet, la publication en temps réel des résultats des votations élections et d'autres développements. Et certains donc, de ces développements peuvent être considérés comme de la communication de crise. Et même nous avons fait les sites typiquement pour le J8, pour les crises pandémiques qu'on a eues ces dernières années. Donc j'ai pu mettre en pratique et voir les problèmes que nous avons eus lors de ces problèmes-là. Le cloud, est-ce que c'est une ressource pour la communication en cas de crise ? Lorsqu'on a une crise, on a un facteur temps quand on doit communiquer et il va très très vite. Dès qu'on annonce notre crise, dès qu'on a un problème, dans les quelques minutes, on a directement des messages sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, maintenant Google+, et puis à chaque fois on va en ajouter. Et plus on avance dans le temps et plus on va avoir de messages. Très très rapidement, les gens vont voir qu'il y a un problème chez vous et vont essayer de se connecter sur votre site. Le trafic va commencer à monter sur votre site, il va falloir alimenter ce site en temps réel. D'ici 2 heures, les médias type radio auront relayé l'information au grand public et en feront un flash, vraisemblablement toutes les heures ou toutes les demi-heures, en fonction de la nature de la crise. De nouveau, on va avoir une augmentation du trafic sur votre site et une diffusion de cette information, tout le monde va commencer à être au courant. On va avoir la TV en fin de journée ou au flash de midi, et le lendemain matin, tout le monde sera réellement au courant au travers des médias. Quand on a cette information, donc on a 2 choix pour communiquer. Choisir de dire, je mise toute ma communication sur les réseaux sociaux, je vais prendre Twitter, je vais mettre sur Facebook, je vais mettre sur Google+. Je pense qu'on n'a plus trop le choix, il faut quand même alimenter ces canaux-là. Si on ne le fait pas, c'est le grand public qui va le faire. Le problème, c'est est-ce que notre public est prêt à aimer notre société, notre organisation, pour nous suivre et avoir cette information-là? Admettons, moi je travaille beaucoup pour l'État, est-ce que nos citoyens sont prêts à devenir amis avec l'État sur Facebook pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire en cas de pandémie de grippe? Je ne suis pas convaincu qu'ils vont le faire. Donc on va devoir assurer sur notre site web et avoir un site web qui soit robuste et fiable. Ce site web, il va connaître un pic de trafic, c'est ce qu'on voit sur la première courbe. Ici, c'est la courbe du site des résultats des élections. C'est un site qui, tout au long de l'année, a très très peu de trafic. 300-400 visites par jour, grand maximum, voire même moins. On voit que ça diminue même le jour avant l'élection. Et au moment de l'élection, et même c'est pendant un tout petit laps de temps pendant l'élection, c'est à partir de 15h grosso modo jusqu'à vers 22h, jusqu'à ce qu'on ait tous les résultats provisoires, on va avoir des millions de requêtes. Sur les élections de ce printemps, on a eu plus d'1 million de pages vues en une après-midi, et ce n'est pas juste des pages d'informations qui nous disent les élus, c'est vraiment un cube de données avec plein de chiffres dans tous les sens. Il faut vraiment une solution qui permette de tenir la charge. J'ai l'impression qu'il y a 2 micros. C'est bon. Si on ne tient pas bien la charge, on va avoir des lenteurs sur notre site, et puis on risque même d'avoir des problèmes de ce type-là, c'est-à-dire un joli message d'erreur qui avertit nos utilisateurs que le serveur n'arrive plus à répondre, et là ça devient très désagréable. Ça peut nous arriver sur les élections, mais on essaye de tout faire pour ne pas y arriver. Et comment nous le faisons à l'heure actuelle? On a 2 solutions. La première solution, c'est d'engager une armée de développeurs
qui va nous écrire du code comme ça pour rendre le site le plus statique possible. Alors, on peut mettre des moteurs qui font du cache. Le problème du cache, c'est qu'il faut savoir le paramétrer. Il faut savoir quelle va être la durée de vie de cette information, parce que si je donne une information à un temps T et 10 minutes plus tard, cette information elle est plus valide et que j'avais un mécanisme automatique pour enregistrer cette donnée et bien la servir, comment je fais pour la réécraser, etc., etc. Donc ça va être un coût important dans le développement. La deuxième solution, c'est de multiplier les serveurs. De nouveau, ça a un coût. Parce que ces serveurs, il faut que je les ai physiquement ou que je les ai loués, et il faut que je puisse les activer au bon moment. Et puis si je les loue, est-ce que je les loue toute l'année? À l'heure actuelle, c'est ce qu'on va faire, on prévoit, on a des dizaines de serveurs dormants qu'on peut activer à la demande. Typiquement, de nouveau, pour revenir sur le résultat des élections, on avait augmenté le nombre de serveurs web disponibles le jour J. Comme je viens de le dire, ces deux solutions-là ont un coût énorme pour une petite structure et pour une grosse structure. Avoir un site performant, robuste, qui soit scalable, donc qui soit capable de grandir en fonction des besoins, ça a un coût énorme. Et donc, pour ceux qui m'ont suivi ce matin, je remonte les mêmes graphiques. Généralement, on est dans ce cas-là, si on a prévu la capacité, on a toutes ces zones grises où on perd de l'argent. On a des machines qui dorment, littéralement, qui font rien. Alors si on a un bon gestionnaire, il les a peut-être arrêtées, ce qui évite de consommer trop d'énergie. Mais malgré tout, ça a un coût. Ça a un coût de maintenance, il faut les maintenir, il faut mettre les mises à jour, il faut s'assurer qu'elles fonctionneront bien le jour J, parce que généralement quand on a une crise, il faut que tout fonctionne. Il ne faut pas qu'on ait l'effet loi Murphy où on enchaîne les problèmes les uns après les autres, et on va avoir des problèmes. Si on n'a pas prévu cette infrastructure scalable, on aura une partie, dans ce graphique-ci, de gens en gris qui vont être mécontents. Ils vont avoir le fameux message d'erreur que je vous ai montré avant. Désolé, notre serveur ne répond plus. Et puis si on est sur une société qui a besoin d'assurer quand même une certaine image de marque, on va avoir des gens insatisfaits. Alors ces gens-là vont généralement aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller commencer à mettre des commentaires négatifs, et il va falloir que je me mette à répondre, et je risque de perdre de la clientèle. Grâce au cloud, on va pouvoir adapter la capacité à la demande. C'est-à-dire qu'en temps réel, on va pouvoir dire « j'ai besoin de plus de ressources », la crise augmente, je rajoute des serveurs, la crise est passée, j'ai rassuré tout le monde, je vais diminuer mes serveurs. Le cloud offre donc de nombreux avantages. Le premier, c'est la scalabilité. Donc c'est le fait qu'il soit capable de grandir en temps réel. Et l'élasticité, le fait que ça puisse rediminuer quand on a fini. Alors par des mécanismes automatiques, par des solutions qui le font de façon transparente pour vous, ou à l'aide d'outils de monitoring qui vont dynamiquement ajouter des ressources. Généralement, il est robuste parce qu'on a choisi un prestataire de service qui a plusieurs data centers. Et en cas de problème, le serveur va se déplacer d'un endroit à l'autre. On a eu aussi un exemple lors de la première plénière où M. Ploin a dit que Netflix avait prévu de mettre des données dans des data centers à l'échelle des États-Unis d'un côté et de l'autre. C'est ce qui les a sauvés du problème d'Amazon. Un autre gros avantage, c'est le paiement à la demande. C'est-à-dire que vous allez payer pour avoir un microsite dormant. Ça a un coût, mais même minime. La location d'une machine chez Amazon vous coûte quelques 50 centimes de l'heure, je crois la plus petite. Donc ça ne vous coûte pas grand-chose sur une année. Et de payer, quand vous aurez une crise, j'espère que vous n'en aurez pas, le montant qu'il faudra, mais ça sera toujours moins cher d'avoir acheté les machines. Et puis, un autre argument important, c'est accessible depuis l'Internet. Admettons que vous ayez eu un sinistre dans votre entreprise, vous devez continuer à communiquer parce que vous voulez rassurer votre clientèle. Si tous vos ordinateurs, tout votre système était dans votre entreprise, ce qui est souvent le cas dans les PME, vous avez tout perdu. Vu que là, c'est accessible depuis n'importe où, vous allez louer de l'espace de bureau ailleurs, vous allez peut-être vous mettre juste au cybercafé du coin et envoyer un message pour rassurer les gens. Vous allez pouvoir remonter votre stratégie, vous allez pouvoir continuer à suivre vos clients, pouvoir continuer à les informer. Pour illustrer ces propos,
j'ai suivi la crise qui a été vécue cet été sur le festival de musique en Belgique, Pukkelpop. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé. Donc il y a eu 4 morts et Pukkelpop sur son site, la première chose qu'ils ont fait au moment de la crise, c'est mettre des numéros de téléphone. Ils l'ont mis une fois ici, ils l'ont mis quelques heures plus tard un peu plus haut. Ces numéros de téléphone ont été tout de suite surchargés, parce qu'il y avait des milliers de personnes qui essayaient de les joindre, les familles qui essayaient de les joindre, le réseau téléphonique est tombé, parce qu'il n'y avait plus assez de canaux disponibles. Le seul canal qui est resté et qui fonctionnait, c'était le réseau 3G, donc de données sur vos téléphones portables, et les gens étaient sur les réseaux sociaux pour échanger. Le lendemain, ils ont annulé le festival, et le surlendemain, ils ont dû refaire entièrement le design de leur page pour pouvoir tenir la charge. Ils ont simplifié le contenu, ils ont supprimé les zones de commentaires qu'on avait ici, que les gens pouvaient laisser des messages. Ça, c'est très très gourmand en ressources, pour pouvoir avoir de l'interaction avec le grand public. Et ils ont vraiment dû tout repenser pour pouvoir répondre à leurs participants à ce festival, répondre à des questions basiques. Comment je peux récupérer mes objets qui étaient restés sur le site, comment je peux me faire rembourser mon ticket. Et puis, après, encore dans une dernière phase, ils ont été développer une application, c'est pour aider les gens, et là, typiquement, ils pouvaient laisser leur numéro de billet pour avoir un éventuel remboursement, et on pourrait imaginer toutes sortes d'autres aides. Google, par exemple, aide les gouvernements en cas de sinistre, type tremblement de terre, inondation, en mettant à disposition des applications pour retrouver les gens, en mettant à disposition des services cartographiques. Google se sert de son cloud pour pouvoir nous offrir ces solutions-là, parce que ce sont quasiment les seuls capables d'avoir une infrastructure suffisamment scalable et élastique et robuste pour pouvoir tenir la charge. Ils avaient quand même un avantage chez Pukkelpop, ils ne sont pas tombés tout de suite, c'est qu'ils ont choisi un hébergeur cloud en Belgique. Je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, mais ils avaient une solution dédiée et en principe scalable. Dans le cas d'une crise, on a toute une série d'outils qui sont disponibles. On a 3 couches de système d'information. On pourrait louer des serveurs chez Amazon, chez un prestataire, un opérateur téléphonique. On aurait pu prévoir le cas au sein de son entreprise en montant son infrastructure en type cloud et dire j'ai une crise majeure, je vais réduire tout ce qui est application interne au sein de mon entreprise parce que je ne vais pas décider de payer mes salaires aujourd'hui, je ne vais pas traiter tous mes dossiers aujourd'hui, je vais allouer plus de ressources pour ma communication de crise. Donc dynamiquement, je vais pouvoir retransformer mon centre de données interne au sein de l'entreprise. Autrement, j'ai pu prévoir des applications qui sont hébergées chez Microsoft et activer les services nécessaires, donc ajouter de la puissance à mon projet web de communication. Et le plus simple, c'est carrément d'aller dans le domaine du software as a service, c'est-à-dire que je vais aller louer chez un spécialiste de l'hébergement, mais pas un infomaniac, parce qu'infomaniac, vous avez des quotas, vous avez des puissances maximum, mais des spécialistes type Acquia ou WordPress qui hébergent des millions de sites à l'année et qui, eux, vous garantissent, en fonction du niveau de service que vous choisissez, que votre site va fonctionner même si vous avez tout d'un coup une forte augmentation de trafic. C'est dans leur Service Level Agreement et c'est ce qu'on va voir au point suivant. Voilà. Le Service Level Agreement, c'est-à-dire quelle qualité de service j'attends de mon prestataire de service. Donc dire, il doit fonctionner à 100%, on a vu que ce n'était pas possible. Mais savoir est-ce qu'il va bien fonctionner, est-ce que tel Amazon qui va me dire si vous voulez que ça fonctionne en tout temps, il faut que vous preniez de l'hébergement en Europe, de l'hébergement aux États-Unis, de l'hébergement en Asie. Il va falloir analyser toutes ces choses-là et il faut très bien les analyser. Parce que Google offre un service d'hébergement de site web, de blog en l'occurrence, qui s'appelle Blogger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet hébergement-là. Si vous lisez bien les conditions de Blogger, ils ne vous garantissent pas le service. C'est donc un problème pour votre communication. Parce que généralement, quand il y a un problème, les problèmes s'enchaînent et on va se retrouver
très vite coincé. Je peux donc dire que le cloud est une ressource pour la communication de crise. Je n'ai pas encore suffisamment approfondi le sujet au sein du laboratoire pour avoir toutes les réponses et savoir quelle serait la solution idéale, quels sont les besoins. Je suis en train d'étudier déjà, de collecter auprès de notre partenaire, l'État de Genève, quels sont ses besoins en termes de communication de crise. Et on est en train d'élaborer des scénarios. Est-ce qu'on mise plus sur les réseaux sociaux, type Twitter, où les gens n'ont pas besoin d'être abonnés, ou est-ce qu'on développe réellement toute une infrastructure? Pour les 3 crises précédentes que j'ai vécues jusqu'à présent, on a toujours remonté les infrastructures dédiées pour la crise, mais ça a eu un coût humain, un coût de machine, et on a mis quand même généralement 8 heures avant d'avoir un service totalement opérationnel. Et on a souffert tout au long de la crise pour le faire marcher parce qu'on avait des problèmes de performance et on essayait en permanence de corriger le problème. Je vous remercie et puis j'aimerais bien lancer un peu la discussion avec vous, savoir quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins en la matière et comment la HEG pourrait vous aider dans le domaine.